téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo d'Excellence. Bonjour à vous, bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a dit, on vous le répète à chaque fois, Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Ces valeurs sont au centre des clés et des secrets de la réussite et du succès et nous allons vous les faire découvrir une à une. Nouveaux numéros, nouveaux partages d'expériences pour encore mieux vous éclairer et encore plus vous enrichir sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci d'être toujours aussi nombreux à vous joindre à nous au cours de nos débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue sur le plateau de Congo d'Excellence et pour ce nouveau numéro, chers téléspectateurs, vous constatez que nous sommes sur le site de l'université de Kinshasa, Christelle. Évidemment Nathalie, qui dit université dit bien évidemment jeunesse, une jeunesse qui plus que jamais est appelée à se retrousser les manches de manière à participer de manière active à l'envol de la République démocratique du Congo vers les horizons de l'émergence bien sûr. Et bien sûr, nous, Christelle, sommes là pour éveiller cette jeunesse, mais plus particulièrement aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à ces interrogations. Et nous accueillons donc ces représentants du jour, nos intervenants que je salue et notre très cher public. Bienvenue à tous. Et bien sûr Nathalie, on le sait tous que jeunesse est également synonyme d'énergie et c'est donc dans cet environnement bouillonnant d'énergie que je vais vous inviter à découvrir tout de suite à travers ce portrait l'invité de ce nouveau numéro de Congo d'Excellence. Le professeur Mutambo est dans le domaine scientifique ce qu'on appelle un homme complet. C'est d'abord un homme de savoir et de connaissances. Notre biologiste est en effet titulaire de 2 thèses de doctorat présentées à l'université Toulouse 3. La première en 1984 et la deuxième en 1992. Il est en outre auteur et co-auteur de nombreux articles et ouvrages scientifiques. Ensuite, c'est un homme de terrain, chercheur infatigable et expérimentateur de génie. Il s'est spécialisé dans la reproduction des alevins destinés à la pisciculture. Mais notre homme avec un grand H est aussi un patriote et un humaniste accompli. C'est un véritable visionnaire qui voit dans la pisciculture la possibilité de mieux nourrir tous ses frères et sœurs congolais et un moyen de booster l'économie nationale. Tout ceci lui a valu dans son entourage la tendre appellation de professeur poisson. Et si l'on parle d'appellation tendre, c'est parce que les premières qualités du professeur Mutambo sont ses valeurs humaines. Il aime les gens. C'est pourquoi il se veut d'abord être toujours honnête envers eux. Il se veut ensuite agréable à fréquenter, toujours jovial, plein d'humour et de joie de vivre. Et enfin, il se veut optimiste en toutes circonstances, ce qui lui permet de faire rayonner sa positivité et son enthousiasme sur ceux qui l'entourent. On comprend dès lors mieux sa passion pour l'enseignement et le succès de sa carrière de professeur. Parlons de sa réussite professionnelle, l'exemple du professeur Mutambo nous confirme encore que le succès ne peut se passer d'un dur labeur. Il a effectivement toutes les valeurs et les qualités d'un grand travailleur. Non seulement il a l'amour du travail, mais il a aussi le goût du travail en grande quantité. Son épouse, Madame Joséphine Omba, la mère de ses 6 enfants, nous raconte que c'est un travailleur infatigable qui ne dort presque jamais. Il a d'ailleurs envahi la maison familiale avec ses poissons puisqu'il y a construit une écloserie. Excellence oblige, le professeur allie bien sûr qualité et quantité. C'est donc évidemment un homme de sérieux et de rigueur quand il s'agit de travailler, qui aime la précision et la perfection. Ce sont ces qualités qui lui ont valu d'être chercheur, professeur d'université, gestionnaire académique, coordonnateur de travaux internationaux de gestion environnementale en RDC et ailleurs, consultant international pour l'Union européenne, le FAO ou encore la WWF, coordonnateur et membre de nombreuses sociétés savantes et d'organisations non gouvernementales. Cette carrière, pourtant, aurait pu jamais voir le jour, car notre professeur aurait dû normalement devenir curé, abbé ou pourquoi pas cardinal. En effet, originaire du Kasaï oriental, le professeur Mutambo Shango est né en 1946 à l'hôpital général du territoire de Lomela dans le district du Sankuru.
Ses parents, de simples paysans, cultivateurs du village de Longagno-Loseke, soucieux de le voir faire des meilleures études, l'envoient à l'école primaire de la mission catholique Saint-Paul de Lomela, qui est située à 7 km de leur village. Après la mission catholique, il fera ses études secondaires au petit séminaire. Examen d'état en poche, promotion 1968, il entre au grand séminaire de Kabwe à Kananga où il étudie la philosophie. Mais cela ne collera pas avec la personnalité de notre futur scientifique, déjà en quête d'expériences concrètes et surtout pratiques. C'est alors que va commencer un long combat pour notre jeune homme, avide de réalisation et d'accomplissement personnel. Si la passion du poisson n'est pas encore née, il est déjà très intéressé par la biologie qu'il a découverte au petit séminaire. Il comprend donc qu'il doit quitter le grand séminaire, s'inscrire à l'université et pour cela, il doit aller à Kinshasa. Mais il n'en a malheureusement pas les moyens. Face à sa muraille de Chine, son obstination et sa détermination sont les valeurs et les qualités qui lui permettront de passer les obstacles et de triompher. Il force le destin pour trouver une place gratuite dans l'avion qui l'amènera une première fois à Kinshasa. Arrivé sur place, il ne peut pas s'inscrire à l'université car il n'a pas pu passer l'examen de maturité au Kasaï. Il est encore bloqué. Un cousin lui recommande alors d'aller à Mbandaka où il pourra s'inscrire à l'ISP en biologie. Sorti de cette institution, il revient dans la capitale pour s'inscrire en licence à l'IPN. Après 2 années d'études, il obtient sa licence en biologie et part travailler comme assistant à l'ISP Mbanzangungu entre 1976 et 1979. C'est à cette époque qu'il obtiendra une bourse d'études de 6 mois pour la Belgique, destinée aux assistants en biologie et visant à les initier à une nouvelle discipline, l'écologie. Il part donc étudier à l'ULB et à l'école normale Charles Bulls. Il va bénéficier sur place d'une prolongation de 3 mois qui lui permettra de travailler dans tous les laboratoires qu'il trouvait intéressants. Et grâce à cela, enfin, il trouve sa voie et sa passion, le poisson. Après son retour au Congo, il revient donc en France, faire ses 2 thèses et se lancer définitivement dans la recherche et l'enseignement. Obstination et détermination ont payé. Ses qualités et ses valeurs importantes lui ont permis de vivre la vie qu'il voulait, de devenir un homme de science, de devenir le professeur Mutambwe Shango. Il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Bonjour monsieur le professeur Mutambwe Shango, soyez le bienvenu sur le plateau de Congo d'Excellence. Merci madame et bonjour aussi. Merci. Bonjour professeur, c'est avec un même plaisir qu'on vous accueille sur ce plateau de Congo d'Excellence et on l'a vu tout à l'heure dans votre portrait qui a été diffusé. Vous êtes décrit comme étant quelqu'un qui aime beaucoup le travail, vous travaillez énormément et vous passez également beaucoup de temps dans vos activités professionnelles. Vrai ou faux? C'est vrai. Et à part ça, c'est tout, c'est vrai? Pas de commentaires? Mais tous les comptes sont bons. Ok, merci. Qu'est-ce que vous voulez que je dise quand vous dites la vérité? Ah, voilà, merci alors. Et par contre, on dit aussi donc que vous êtes déterminé et obstiné. Vous considérez que ça, c'est une qualité ou un défaut, obstiné? Pour moi, c'est une qualité. C'est une qualité. Et vous Mais pour les autres, c'est un défaut. Expliquez un peu. Ben, moi, quand je veux, je dois. Par exemple, avec mon épouse à la maison, quand je dis je dois réussir, j'oublie tout. Et pour elle, ce n'est pas bon. Ce n'est pas facile, disons. Ce n'est pas facile. Ben, je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Bon, mais professeur, on peut dire que quelque part vous êtes un homme, on peut vous décrire comme un homme têtu. Je suis très têtu. Ça, je reconnais. Mais c'est pas un défaut par hasard? Ce n'est pas un défaut parce que c'est ce qui a fait de moi celui que je suis. Bon, mais madame est toujours là après combien d'années, Christelle? Près de 30 ans, 40 ans? Oui. Ah ben voilà, donc c'est une recette qui marche. Mais parce que quand je suis têtu, mais quand on a des résultats,
elle est la première à vulgariser ce résultat. Ah, voilà, donc vous êtes une bonne équipe. D'accord. Et enfin, Merci. professeur, on dit que vous êtes un homme de cœur, un homme qui est plein d'enthousiasme et de bonne humeur. Et y a-t-il quelqu'un ici qui peut nous dire le contraire? Ça, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, vendu. Et donc, professeur, d'où vous vient, au fait, ce trop plein d'énergie, ce trop plein d'enthousiasme? C'est question de vouloir faire ce qu'on veut et de réussir. Quand on a cette volonté de réussir, on se donne corps et âme. Il y a même un musicien qui chantait il y a longtemps, Moupero. Il dit quand on s'engage, on ne recule pas. Donc moi c'est ça. Eh bien. Dès mon jeune âge, quand je veux, je fais et je réussis. En tout cas, une chose est sûre, professeur, c'est que vous êtes effectivement un homme dynamique. Vos œuvres sont là pour en témoigner, n'est-ce pas Christelle? Vous avez eu l'idée en 88 de créer en RDC une école de foresterie, et évidemment, quelques années après, moins de 10 ans d'ailleurs, Nathalie, c'est un vœu qui n'est pas resté pieux, puisqu'en 1996 naissait l'ERAIFT, qui est donc l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée de forêts et territoires. Tout à fait, une école qui fait la fierté de la RDC. Suivez cet élément. L'école régionale post-universitaire d'aménagement du territoire et des forêts tropicaux, ERAIFT en sigle, a vu le jour à la fin des années 90. L'UNESCO est en fait l'organisation qui a lancé le projet de l'ERAIF, parce qu'au départ c'était un projet. Le professeur Mutambo était à l'origine de ce projet, et petit à petit le projet est devenu, s'est transformé, et nous avons maintenant une grande école, une école vraiment régionale. L'ERAIFT compte en effet des étudiants venant de presque partout en Afrique et même d'Amérique, avec Haïti. Nous avons aujourd'hui plus de 23 nationalités différentes qui travaillent dans cette école régionale. Et il faut le souligner, avec l'accueil particulièrement bienveillant du gouvernement de la RDC et de l'ensemble des autorités académiques. La formation que nous recevons, tantôt je le disais, est de taille et de qualité. Nos professeurs, nos enseignants viennent de la plupart des grands pays. Effectivement, le RAIF se distingue des autres établissements, notamment grâce à sa méthode scientifique, l'approche systémique. L'originalité de l'ERAIFT, c'est son approche interdisciplinaire. Nous formons aussi bien les juristes, les dendrologues, les experts en sciences humaines, les experts en pisciculture ou en infrastructure. C'est une école qui répond aux besoins nationaux, mais aussi des besoins de la région tout entière. Par rapport aux autres établissements où j'ai eu à exercer mes fonctions d'enseignant, je me rends compte que l'ERAIF a une approche intégrée, systémique, qui permet de prendre tous les paramètres d'un environnement pour résoudre un problème. L'ERAIF est véritablement un centre de référence, tant national qu'international. Certains de nos produits sont engagés par exemple dans des organisations internationales comme la GIZ. Je parle avec les responsables de la GIZ, non, ils sont excellents. Ils disent non, vous avez des bons produits. Nous sommes très satisfaits de ces produits-là. C'est comme ça que la GIZ a commencé aussi à envoyer ses personnels ici pour la formation. Et donc globalement, nos produits se comportent très bien. Surtout avec l'approche qu'on inquiète que c'est la systémique. C'est-à-dire voir le problème de l'environnement, des développements qui sont complexes, de manière pas sectorielle, mais de manière holistique, de manière intégrée, interdisciplinaire. Et on essaie d'inculquer ça aux apprenants. Voilà, je dois dire que notre visite à l'ERAIFT nous a très impressionnés, notamment par la qualité de l'enseignement et surtout la beauté des bâtiments aussi, mais surtout la diversité culturelle qu'on y rencontre, Nathalie. Tout à fait, Christelle. Et en plus, ce qui était très intéressant, c'est quand même de se rendre compte que l'ERAIFT a non seulement une vision à long terme, mais aussi des objectifs consistants dans la direction de cette institution, ce qui est tout à fait évidemment dans l'intérêt de la République démocratique du Congo, pays forestier.
en termes aussi de, comment dirais-je, de rayonnement dans le monde. Alors, pour revenir à vous, professeur Mutambwe, qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être notre invité aujourd'hui, nous disions de vous que vous avez les qualités et les valeurs pour être un bon travailleur. Tout à fait. Rappelons-le, vous aimez le travail. Et vous êtes même infatigable par moments. Et puis vous êtes un adepte du sérieux et de la discipline. De la précision, mais surtout de la perfection, Nathalie. Exactement. Nous allons donc dès à présent écouter les questions de nos intervenants. Et nous commençons avec Christelle. Nous commençons tout de suite avec Joey Banza. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Moi, c'est l'étudiant Joey Banza de l'université de Kinshasa. Je suis en biologie médicale dans la faculté de médecine. Monsieur le professeur, il semble que vous puissiez aimer naturellement et sans effort le travail. Donc, bosser dur pour vous ne demande aucun effort, c'est plutôt un plaisir. Ce n'est pas le cas pour la plupart des gens normaux, je dirais, qui, eux, doivent souvent s'y forcer pour trouver du plaisir. Avez-vous des conseils à prodiguer à tous ces gens et surtout à nous, jeunes étudiants, pour que nous puissions trouver du plaisir dans le travail? Merci. Ben, quel conseil à donner? Le travail. Il faut travailler. On n'est plus à l'époque où la manne tombe du ciel. C'est tout. C'est cette époque. Le jardin d'Éden, ou je ne sais pas parce que... C'est à cette époque-là, oui. Ah, d'accord. Je ne suis pas un exemple, mais je dois vous dire que de ma première année CO, j'ai commencé à préparer le Lotoko pour payer mon Minerval. Je dois vous dire aussi que je fais le petit séminaire d'Ototo. Je faisais 52 km de marche à pied. Je dois vous dire aussi, pour ne pas prendre tout le temps, j'ai préparé ma thèse à pied. Toute la forêt du Mayombe, je la connais au bout de mes doigts. Je dois encore vous dire, quand je revenais de Boma, pour Kinshasa, je n'avais pas l'argent pour payer la chambre d'hôtel. Mais je venais perdre mon temps chez Tonton toute la nuit et je prenais le bus pour arriver à Kinshasa. Tout ça parce qu'il fallait travailler et réussir mes études. Voilà. Donc, tout se résume par le travail. Oui, mais vous aimez le travail. Alors c'est facile. Mais tout le monde n'aime pas le travail, professeur. Et vous faites quelque chose que vous aimez. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, est caissière dans un magasin, elle s'ennuie toute la journée. Comment peut-elle trouver la motivation? Je crois que c'est aussi ça la question. Mais c'est facile, vous faites ce que vous aimez. C'est chouette d'aller se balader dans la forêt du Mayombe. Mais il y a plein de métiers qui ne sont pas chouettes, on n'a pas le choix. La caissière, parce que vous parlez de la caissière. Mais quand elle a fait sa demande d'emploi, ça en a mis conscience. Donc elle doit aimer parce que personne n'a fait la demande à sa place. Si elle n'aime pas, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc il faut savoir ce qu'on veut d'abord et se battre pour ça. Exact. Faire sa vie. Donc se battre parce que vous étiez au grand séminaire. Si vous aviez continué, auriez-vous été heureux, auriez-vous été motivé de travailler dans cette direction, dans la philosophie, etc. Ben, j'ai changé d'orientation. Ah. C'est ça. Je n'avais personne derrière moi qui m'a obligé à faire le petit ou le grand séminaire. C'est moi-même. Et quand j'ai trouvé que ça ne va pas, j'ai quitté, c'est tout. Et j'ai cherché ma voie et je l'ai trouvée. Et je suis en train de me défendre bec et ongle. Donc c'est important d'abord de trouver sa voie, de faire ce qu'on aime pour pouvoir se donner, je pense. Exact. Ok, merci. Et là, les comptes sont bons. Ok, merci. C'est bon pour toi, Joey? La parole est à présent accordée à Florence pour sa question. Bonjour, cher professeur. Bonjour, mademoiselle. Florence Chibamba, étudiante à l'université protestante au Congo, de la faculté de droit. Cher professeur, ma préoccupation résulte essentiellement sur le fait que l'on constate que l'opinion congolaise qualifie en général des sciences dures les disciplines telles que la biologie. Nous aimerions savoir, professeur, est-ce la pratique de cette science qui vous a rendu rigoureux ou est-ce plutôt parce que vous aimez la rigueur que vous êtes devenu scientifique? Merci. Le tout. Comment ça, le tout?
Professeur, ne nous donnez pas de bouillabaisse. On s'était entendu de ne pas avoir de bouillabaisse. Non mais, madame, quand on veut faire réussir, il faut avoir la ferme volonté, le rigueur. Parce que si on joue, non, ça ne marche pas. C'est comme ça que dans beaucoup de cas, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on fait de n'importe quoi, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de ceci, et on échoue. Et là, on regrette. Il n'y a rien de dur. Si vous voulez faire, par exemple, la polytechnique, mais si vous voulez faire, vous allez réussir. Parce que pourquoi X réussit et pas moi? Suis-je moins intelligent que lui? Moins performant que lui? N'est-ce pas? Si vous vous y mettez, je suis sûr que vous allez réussir. Moi, j'ai fait les sciences les littéraires, mais je dois vous dire que j'ai fait la biologie sans problème. Sans problème. J'ai fait la biologie au Congo, je suis arrivé en Europe, j'ai fait l'écologie des milieux aquatiques, sans tambour ni trompette. Les 3 ans, je les ai faits sans problème. C'est compliqué parce que je n'avais jamais fait ça ici. Je suis arrivé ici, je suis encore rentré pour la thèse d'État. J'ai abordé la production, la systématique et la biologie des poissons, domaine que je n'avais jamais étudié, mais parce que je voulais travailler, je voulais faire le sérieux dans ce que je voulais faire pour arriver à un résultat. Je le fais. C'est tout. La rigueur dans tout ce qu'on fait, soi-même, d'abord vis-à-vis de soi-même, avant d'atteindre que les autres viennent vous imposer ce qu'ils veulent. Merci professeur, merci pour cette réponse. Nous passons donc la parole à Boris. Bonjour professeur. Bonjour. Boris Bangolou, étudiant à l'ISIPA. Ma question est celle-ci. Pour faire de grandes choses, il faut travailler. Ok. Mais comment faire pour éviter le surménage? Y a-t-il une discipline de vie à suivre? Oui. Associer l'utile à l'agréable. Je dois vous dire que tous les week-ends, disons, prenons le dimanche, je travaille comme un fou aux étangs, dans ma concession. Je quitte la maison à 8 heures, je termine mes travaux à 17h ou 18h. Au retour, j'ai fait un crochet chez Banaoke. Je me vide. Et le lundi matin, je suis avec les étudiants. Vidé, j'accepte tout. Voilà. Donc, surménage, AVC chez moi, à bas. Donc, associer l'utile à l'agréable. La pisciculture a vu le jour en Afrique subsaharienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux alentours des années 46. C'était, sachez-le, en République démocratique du Congo, dans la région de Lubumbashi, où les autorités coloniales belges avaient domestiqué 2 espèces de tilapia. Par la suite, cette pratique, cet élevage va être répandu très vite dans tout le pays, Christelle. Évidemment, l'objectif de l'époque était de résoudre les problèmes d'approvisionnement en poissons des populations autochtones. Cela va donc conduire à une expansion de cette technique qui va donner lieu à une pisciculture de type familial. Nous serons alors même copiés par divers pays voisins qui vont ainsi adopter la pisciculture. Et vers 1960, le Congo compte à ce moment-là 122 000 étangs sur tout le territoire, 25 centres d'alvinage principaux appelés CAP et en plus un service donc de vulgarisation performant répartis sur l'ensemble du territoire congolais. Il est aussi intéressant, Nathalie, de rappeler que sur les 22 000 étangs que comptait la République démocratique du Congo à l'époque, 122 000, il y avait 91 000 étangs qui se retrouvaient donc ici même à Kinshasa. Tout à fait. Et donc avec une population de 400 000 habitants, cela faisait pratiquement un étang par habitant. Et à partir de 1960, qui coïncide avec l'accession du pays à l'indépendance, eh bien, la pisciculture va malheureusement décliner ici au Congo. Aujourd'hui, si des initiatives sont en cours pour relancer cette pisciculture, Christelle, nous n'avons pas encore atteint le niveau d'antan. Et pourtant, cette technique est finalement assez simple et peu coûteuse. Pour en savoir plus,
Suivez. La pisciculture est l'activité qui consiste à l'élevage du poisson dans l'eau douce, saumâtre ou salée. C'est une branche de ce qu'on appelle l'aquaculture, soit un élevage pratiqué dans l'eau. Parmi les poissons les plus souvent exploités en pisciculture, on retrouve le tilapia et le poisson-chat, aussi appelé clarias ou ngolo. La pisciculture peut se faire soit dans un étang avec un bassin en terre, dans lequel les poissons se nourrissent complètement ou partiellement à partir de la production biologique du milieu. Cette méthode est utilisée notamment pour l'élevage du tilapia. Mais la pisciculture peut aussi se faire en bassin artificiel ou cage pour une production intensive dans lequel les poissons sont exclusivement nourris avec des aliments apportés par le pisciculteur. C'est la méthode utilisée pour le poisson-chat. Notez bien que la réussite de l'élevage de poissons dépend beaucoup d'un bon programme d'alimentation, tenant compte du stade de croissance des alevins et de la qualité des différents aliments utilisés. Il y a l'aliment pour les tout petits. Et au fur et à mesure que les poissons grossissent, vous changez aussi d'aliment. Il y a donc différentes étapes dans l'élevage du poisson. 1. La reproduction, qui se fait pour le tilapia dans un étang de ponte ou de reproduction. Pour le ngolo, la reproduction a lieu dans des bassins ou écloseries, ce qui nécessite donc une fécondation artificielle. On obtient après éclosion des œufs fécondés, des larves de tilapia ou de ngolo. 2. La phase de pré-grossissement, qui peut se faire en 1, 2 ou 3 étapes selon le nombre d'étangs ou de bacs disponibles. Comme pour le partage des chambres d'enfants dans une famille, au fur et à mesure que les poissons grandissent, mais surtout grossissent, ils seront placés dans des étangs ou des bassins séparés afin de leur laisser la place pour grandir. 3. Après le pré-grossissement, ils sont placés dans des étangs de production de poissons de consommation ou poissons marchands pendant 4 à 5 mois pour qu'ils atteignent un poids commercial qui varie entre 300 et 400 grammes. Ils seront alors prêts pour la consommation. Professeur, au-delà de vos recherches, vous vous battez pour effectivement donc développer la production d'alevins en République démocratique du Congo pour pouvoir justement appuyer le développement d'une pisciculture intensive qui pourrait effectivement améliorer l'accès à la nourriture de la population. Et dans cette démarche, professeur, ici, on vous voit non pas en tant que simple professeur, mais surtout en tant qu'entrepreneur. Eh bien, vous êtes confronté au manque de moyens financiers. Vous vous battez néanmoins avec le peu dont vous disposez. Vous travaillez, je le rappelle, sur 2 sites. Le premier est situé donc à Maluku, où depuis 2000, vous produisez des alevins de ngolo et de tilapia, avec notamment le soutien du gouvernement, il faut le rappeler, et avec un objectif de produire à long terme près de 2 millions d'alevins par an. Alors, le deuxième site sur lequel vous travaillez, lui, se trouve à Lembaimbu. C'est en fait l'ancien centre d'alvinage de Lembaimbu qui était exploité avec l'aide de la coopération française et qui a malheureusement donc fermé ses portes en 1986. Vous vous êtes battu pour obtenir les autorisations de l'exploiter et vous les avez depuis peu et donc vous y travaillez aussi. En plus, il faut également rappeler que depuis 2013, vous êtes plus près de vos poissons plus que jamais, et puisque vous avez installé ce qu'on appelle une écloserie chez vous à la maison, ce qui correspond à une sorte de maternité pour poissons. Et donc, avec l'aide toujours du gouvernement provincial, cette fois, vous êtes en train de construire un bâtiment qui va accueillir les bacs de pré-grossissement. Alors, on le sait, l'entrepreneuriat quand même comporte beaucoup de difficultés, beaucoup d'aléas. Vous auriez pu vous contenter d'être, comme vous l'êtes, aussi professeur, chercheur, consultant. Pourquoi mettez-vous tant d'énergie dans la pisciculture? Vous savez, je disais toujours, et je venais de le dire, chez nous les Batetel on dit, quand tu es garçon, tu es une colonne de la maison. Tu es appelé à soutenir le tout. Et je crois que... Comment ça se dit en Kitetela? On n'a pas mis et Konjikaloudou. Alors, vous savez, je suis congolais. Je serais malheureux de voir mes frères manger le piodi alors que je suis capable de leur fournir du poisson. Vous comprenez?
Tout est là. Les Belges ne sont pas partis avec l'eau. Les Belges ont trouvé l'eau chez nous. Les Belges ont trouvé le poisson chez nous. Et nous étions les premiers. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes les derniers? On n'a même pas de statistiques. Nous étions les premiers en pisciculture, vous voulez dire? Oui, jusqu'en 1960. Mais tout est là. C'est la volonté. Et on peut faire beaucoup. Vous pensez que la pisciculture peut vraiment nourrir le Congo? Mais je dis bien, je ne suis pas agronome, mais la seule spéculation pour moi où on peut nourrir le Congolais facilement, c'est la pisciculture. Celui qui me dira le contraire, je donne ma main à couper. Et donc avec ces propos, Nathalie, on comprend bien que vous êtes un homme obstiné. Je dirais obstiné plutôt que têtu. Et donc je pense qu'il est plus que temps de pouvoir commencer la série de questions avec nos intervenants. On va donc prendre tout de suite la question de Ashley. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. C'est Ashley Vita, étudiante à l'Université protestante au Congo, en première année de droit. Vous savez, monsieur le professeur, au Congo, on peut beau avoir des idées, mais très souvent on est confronté à de problèmes financiers. Que proposez-vous face à cela? Merci. Vous savez, l'argent, c'est un goulot d'étranglement partout. Mais il faut commencer quelque part. Je dois vous dire aujourd'hui que je suis considéré comme un pisciculteur, mais je n'avais rien. J'avais payé un terrain, vous n'étiez pas encore né, peut-être, à 80. Voilà. Et quand je suis revenu de l'Europe, tous les week-ends, c'était en face de la porte de la ferme de Kimwenza. Tous les week-ends, j'allais avec ma bêche. 6 mois après, j'ai creusé 3 étangs. J'ai mis des poissons. J'ai commencé à manger des poissons. J'ai commencé à vendre. Et j'ai vendu le terrain pour acheter un autre truc de plus costaud. Et aujourd'hui, on me dit que je suis devenu un grand pisciculteur en RDC. Mais personne ne sait que j'ai commencé à creuser les étangs moi-même. Ok? Donc, commencez d'abord par ce que vous pouvez et l'avenir vous dira la suite. Eh bien, nous allons donc passer la parole à Aline. Bonjour, monsieur le professeur Mutambwe. Bonjour. C'est Aline Kadinekene, étudiante à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Monsieur le professeur, dans la vie, il existe des gens obstinés et ou déterminés qui agissent comme s'il y avait un espoir, une solution. Et pourtant, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Qu'en dites-vous? Vous savez, j'avais un monseigneur de diocèse de Kolé qui disait toujours, il faut espérer parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je dis toujours, je lui disais le contraire, j'ai dit, il faut espérer dans le désespoir. Parce que si vous voulez faire quelque chose et que vous ne réussissez pas, vous risquez d'attraper l'AVC. N'est-ce pas? Mais si vous espérez dans le désespoir, tout irait pour le mieux. Vous échouez, ben, j'ai échoué parce que si vous avez trouvé les causes de votre échec, vous pouvez reprendre. Mais si vous ne les trouvez pas, changez autre chose. Et c'est facile. Merci. Et nous prenons la dernière question de cette série, celle de Donatien. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Je suis Donatien Bissimois, étudiant dans la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Peut-on apprendre à être déterminé? Faut-il être né comme cela? Quelles sont selon vous les composantes de cette qualité? Je l'ai dit. Qui a fait que vous soyez l'enfant de M. Bissimois ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous le saviez? Non. Mais pourquoi est-ce que vous devez dépendre des autres? Si les autres veulent vous aider, ça c'est leur droit. Mais la première chose, c'est de vous battre. Et même si on vous donne l'argent, s'il vous plaît, vous avez des milliers.
Mais ce n'est pas votre frère ni votre père qui viendra étudier pour vous. C'est vous qui devez étudier. Et vous allez leur représenter les résultats seulement. Donc, tout dépend de vous, au lieu que ça dépend des autres. Ça, c'est ma philosophie. Eh bien, professeur, vous avez été très convaincant dans vos réponses et nous très convaincus du potentiel de la pisciculture pour la RDC, Christelle. Et nous avons d'ailleurs rencontré un certain nombre de vos confrères qui sont d'ailleurs d'éminents professeurs et aussi chercheurs et experts en termes de pisciculture. Et apparemment, vous tenez tous le même discours concernant ce potentiel. Exactement. Alors nous allons nous inviter nos téléspectateurs, Christelle, à se faire une idée par eux-mêmes de ce potentiel. Suivez. La République démocratique du Congo est un grand importateur de poissons. Plus de la moitié du poisson consommé, ou à peu près la moitié du poisson consommé, est importé. Or, nous pouvons le produire. Mais il y a des potentialités, puisque vous importez juste de l'ordre de 100 000 tonnes par an, je crois, de chinchard. Ouais. En 2-3 ans, on peut dépasser cette production avec le clarias et même le tilapia. Et ce ne sont pas des mirages. Avec une seule espèce de poisson au Vietnam, ils produisent 1 300 000 tonnes. Prenez le tilapia, on produit 3 millions de tonnes dans le monde. Le clarias, on a quelques centaines de milliers de tonnes par an qui est produite. Si on met agriculture et aquaculture ensemble, c'est le secteur qui progresse le plus vite, c'est l'aquaculture, de tous les secteurs. Parce que pour le moment, donc même, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus de pisciculteurs qui investissent là-dedans, parce que le poisson à Kinshasa, 1 kilo de tilapia ou de clarias, c'est presque $10 le kilo. C'est incroyable. De nombreuses autres opportunités sont d'ailleurs liées à la pisciculture. Vous avez toute cette industrie de l'aliment du poisson qui va se développer. Maintenant, quand on fait grossir du poisson, on doit aussi produire les petits. Donc vous créez aussi tout un marché pour les gens qui vont se lancer dans les écloseries. Cependant, il y a de plus en plus d'initiatives, notamment celles soutenues par notre gouvernement. Cette mission particulière ici est donc pour identifier un site ou des sites pour la production intensive de Ngolo, donc de clarias, dans la province du Bas-Congo, qui seront donc adéquats pour le développement d'une aquaculture intensive dans laquelle et l'État et un privé seront impliqués. Donc ce pilote devrait servir de modèle à d'autres industriels dans l'ensemble du pays à ce moment-là. Et vous, professeur, à quoi travaillez-vous? À donner à la pisciculture son rôle premier, qui est de produire les poissons pour la population, produire des emplois en amont et en aval du secteur et contribuer, je dis bien contribuer à la relance de l'économie de ce pays. Encore un élément insoupçonné de notre potentiel économique, professeur. Alors dans ce cas, si on fait bien les calculs, le Congo, grâce à la pisciculture, pourrait non seulement nourrir la quasi-totalité de sa population, mais aussi d'autres pays africains, d'autres populations africaines, ce qui nous ramène à un potentiel de 25% de la population mondiale pourrait ainsi manger du poisson congolais. Oui, oui. Mais écoutez, aujourd'hui, on mange ce qui est malheureux, le tilapia venu de la Chine ou de Thaïlande. Aujourd'hui, on mange le ngolo, donc les clarias venant de la Chine ou de Thaïlande. Mais je ne sais pas, nous devons nous sentir malheureux. Comment voulez-vous que les gens qui sont venus chercher nos poissons, ils produisent et ils viennent nous vendre? Sommes-nous sérieux? Vous allez chez Pelou Store, vous allez acheter le ngolo. Mais le ngolo est parti d'où? De chez nous. Donc vous voulez dire qu'on a pris... Le tilapia, c'est parti d'où? De chez nous. Je vous dis pour la simple histoire, je commence avec le tilapia. C'est parti de la chute de la Lufira à Lubumbashi par le professeur Rué, qui à 58 et a constaté que le tilapia devenait né, question de consanguinité, a amené la souche de tilapia à Liège. Ils ont travaillé le génétique
Et ils ont créé un des plus grands centres de production de tilapia où on produisait, parce que l'unité vient d'être fermée, 400 kilos le mètre carré. Ces Belges ont amené les poissons en Chine et en Thaïlande. Les Thaïlandais ont produit à quantité industrielle et ils viennent nous vendre ici. Est-ce que c'est normal? Qui sommes-nous alors que les eaux sont là, les poissons sont là, nous sommes gâtés même par le climat, mais nous ne faisons rien. Bon, je ne dis pas que nous sommes maudits, mais je crois que nous ne sommes pas têtus pour pouvoir nous nourrir nous-mêmes et on veut manger ce qui vient d'ailleurs. Effectivement, ce serait une excellente chose qu'on puisse effectivement nourrir la population congolaise avec du poisson frais, produit ici. Je pense, Christelle, que ce serait quand même une importante contribution au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Vos propos sont des propos humanistes, on va dire. Nous allons tester ces qualités et ces valeurs chez vous au travers des questions de nos intervenants, Christelle. On vous présente en effet, professeur, comme un homme honnête, très agréable à fréquenter et surtout optimiste. Et je pense que cela pourrait contribuer à lever un peu le pan de cette malédiction à travers nos jeunes. On va donc prendre les différentes questions tout de suite et nous commençons avec celle de Fernand. Je m'appelle Fernand Kadimamboui, étudiant finaliste en environnement, votre étudiant donc. Et ma préoccupation est la suivante, étant donné que je suis à la porte de l'université. En quoi et comment les bonnes valeurs humaines peuvent-ils nous permettre de réussir notre vie professionnelle, étant donné que nous sommes dans un monde dirigé par la concurrence? Merci. L'honnêteté, c'est la mère de tout. Hein? Il faut faire ce que vous pouvez faire vous-même. Il ne faut pas vouloir tromper l'autre. Parce que il y a un auteur américain, Abraham Lincoln, qui disait: vous pouvez tromper les gens tout le temps, tous les gens, mais il est impossible de tromper les gens tout le temps. Okay? Vous pouvez tromper certaines personnes à certains moments, c'est ça peut-être. Voilà. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Voilà. Moi je connais ça de Bob Marley. Il faut être honnête. Et quand vous êtes honnête, vous pouvez faire tout, n'est-ce pas? Vous voulez par exemple acheter un veste comme vous êtes là, si beau. Il ne faut pas détourner les gens. Commencez à travailler. Si vous ne pouvez pas travailler, demandez. N'est-ce pas? Parce que c'est lui que vous détournez. Le jour où il saura que ce monsieur m'a détourné, il risque de vous prendre pour un diable. Et quand vous êtes pris pour un diable, ce n'est pas pour lui seulement, mais ça serait dans le monde entier qu'on va commencer à vous traiter de diable. Nous prenons à présent la question de Christelle, homonyme. Bonjour monsieur le professeur. Je réponds au nom de Christelle Darabou, étudiante à l'IFASIC. Ma préoccupation est la suivante. Peut-on être humaniste le ventre affamé? C'est lui qui n'a rien à manger, ni pour lui, ni pour ses enfants et sa famille. A-t-il un autre choix que d'être malhonnête? Merci. Je suis très heureux d'attendre votre question. Vous savez, je ne suis pas pasteur, mais ça c'est le principe qui est venu aujourd'hui. Tout le monde chante pepele pepele nakutia nyonso na maboko ya Yesu natikala pepele. N'est-ce pas? Et lui-même dit, si les oiseaux du ciel n'ont pas de problème pour bouffer, a fortiori vous, mes fils. C'est ça. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, on peut mourir de faim? Je viens du Sénégal, s'il vous plaît. Ils n'ont pas 1 mètre carré d'herbe. Mais ils sont parmi les premiers producteurs de vaches. Mais quittez le Kinshasa jusqu'à Mbakana, jusqu'à Bandundu, qui quitte, vous avez la savane. Vous n'allez pas compter 10 vaches. Faut-il compter, dire que ce monsieur meurt de faim? Non. S'il ne fait pas l'élevage, par exemple, des vaches, s'il ne fait pas d'élevage de poissons, c'est qu'il veut cette vie-là. Et ceux qui comptent sur la vie de l'autre, le matin il a faim, il va demander à manger à celui qui travaille. Et il va dire merci Dieu.
je peux encore même continuer. Il y a les curés qui ont organisé un atelier sur le problème de la sous-alimentation à Kananga. Il y a 5 ans. Je les ai entendus parler et j'ai rigolé. Vous savez, les Congolais, pour moi, ça ne m'engage que moi. Mais celui qui va me prouver le contraire, je serai prêt à me défendre vraiment jusqu'à la moelle épinière. J'ai toujours cru que le Congolais produit les enfants en gros et les élève en détail. Mais on produit ça, calcul. C'est possible parce qu'on n'a pas l'électricité et on n'a pas d'autres amusements. Bien que nous sommes un des premiers pays qui devait être le premier pays producteur d'électricité. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut produire autant d'enfants? Dans ma tribu, il y a des gens qui ont 120, 60 enfants. Oui. Tout ça parce que nous sommes chrétiens et congolais de surcroît, parce que nous sommes appelés à peupler, à remplir les terres de nos ancêtres. Nous le proclamons tous les jours dans notre hymne national. Non. Mais si vous allez ici, en bas, là, à côté de l'Héraïfte, vous allez trouver des pauvres mamans qui ne travaillent que sur moins d'un quart d'un hectare. Ils produisent du maïs, ils produisent des cacahuètes, et c'est avec ça qu'ils payent à manger pour leurs enfants, qui payent à manger pour se soigner et manger eux-mêmes aussi. Ces mamans-là. Mais les autres, est-ce que tout le monde fait ça? Ou tout le monde vient parce qu'il est chez son oncle, il attend que l'oncle aille travailler pour venir lui donner à manger. Et on va ainsi prendre la dernière question de cette série, c'est celle de Michael. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. C'est l'étudiant Michael Kalumwani Kantola, étudiant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, finaliste du premier cycle. Monsieur le professeur, vous êtes biologiste de surcroît, vous êtes chercheur infatigable, vous êtes spécialiste en élevage d'alevins destinés à la reproduction. Monsieur le professeur, ma question est la suivante. Je veux savoir pourquoi vous vous appelez humaniste accompli pendant que vous êtes plus accroché à la nature, plus particulièrement à l'élevage, à la reproduction d'alevins. Quelle est la place de l'homme dans ce que vous faites, dans votre métier plus pratique? Et vous êtes plutôt appelé sur le terrain professeur poisson au lieu de professeur humaniste. Quelles sont les raisons? Merci. Peut-être que vous aimez plus la forêt que les hommes aussi, hein? Qui sait? Je suis très heureux, ça me fait rigoler. Mais il faut venir vous approcher de moi, vous saurez qui je suis. J'ai été à l'Héraïfte pendant 15 écoles là, qui prêche l'approche systémique. Qui était à la base? Moi, Mutambo. Il faut le dire, excusez-moi, c'est une approche avant-gardiste, parce que même en Europe et aux États-Unis, elle n'a pas encore fait son chemin. Donc le Congo est un précurseur en la matière. Voilà. Ça va? Aujourd'hui, là, demandez aux étudiants, mes étudiants, quand je reçois le cours que je leur fais d'aménagement, je ne suis pas juriste, mais ils vont vous dire qu'aujourd'hui, je parle de la gestion qu'il faut des juristes. Je reconnais, ils trouvent leur place, mes étudiants là, tous vous, n'est-ce pas? Quand je vous parle de cours d'aménagement, je n'oublie personne. J'ai fait ce qu'on appelle l'approche systémique dans mes cours. Mais vous ne pouvez pas gérer la nature, vous ne pouvez pas gérer les hommes quand le ventre est vide, n'est-ce pas, mademoiselle? D'où il faut revenir aux poissons, parce que ce sont les poissons qui sont les aliments les plus faciles. Comme ça, quand ils sont bien mangés, ils peuvent bien porter leur robe noire et traiter les problèmes. Eh bien, nous allons vers la fin de cette émission. Justement, je pense que le reportage qui vient va tomber à pic, puisque on a parlé du potentiel de la pisciculture en RDC,
Mais il y a un autre potentiel, Christelle, qui est le potentiel à l'exportation. Ah, tout à fait, Nathalie. L'exportation qui est d'ailleurs l'une des issues logiques. Il serait donc possible aujourd'hui de pouvoir nourrir non seulement les pays frontaliers, mais aussi l'extérieur, comme on va le voir tout à l'heure dans ce reportage. Avec l'expansion de la diaspora qui a emporté dans ses valises ses goûts alimentaires, les marchés extérieurs se développent à un rythme vertigineux, offrant ainsi une véritable opportunité d'affaires aux plus attentifs. Il devient commun de rencontrer Pondu, Makemba Kwanga, tant apprécié par les Congolais, en plein cœur de l'Europe. Matonge, qui est un quartier situé à Bruxelles, est un cas typique. Parsemé de boutiques et restaurants exotiques, Matonge offre un formidable marché de consommation, certes à la diaspora, mais surtout aux Européens de plus en plus friands de notre cuisine. Cette embellie, cependant, ne profite pas à la diaspora congolaise, qui est la première consommatrice, mais elle revient plutôt aux autres communautés qui s'épanouissent dans ce secteur. Bizarrement, ce sont les Pakistanais qui les vendent, au lieu que ce soit nous-mêmes. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, quoi. Une ouverture qui pourtant rapporterait beaucoup plus qu'Eliflat Hotel, salles de fête ou encore taxis et taxibus qui figurent en bonne position dans les registres des entreprises de la diaspora. Dans un monde définitivement tourné vers l'exotisme, il devient de plus en plus intéressant pour notre diaspora d'exploiter les opportunités d'affaires qui en ressortent, comme l'importation de nos produits alimentaires et de notre cuisine qui sont de plus en plus appréciés par les Occidentaux. Alors, professeur Mutambwe, c'est cette jeunesse aujourd'hui que nous avons réunie afin de pouvoir écouter ce que vous allez leur dire. Avez-vous un message particulier en tant que scientifique, en tant que pisciculteur, donc en tant qu'entrepreneur, à adresser à cette jeunesse aujourd'hui qui est plus que jamais décidée à retrouver ce repère? Un mot, il faut travailler. Travailler. Ne comptez pas surtout sur les autres. Vous avez des frères, vous avez des parents, vous avez donc des oncles. C'est bien beau, ils vont vous aider, mais ce ne sont pas eux qui viendront étudier à votre place. Commencez, comme vous avez toujours fait, à étudier, mais ne comptez pas sur les autres à tout moment, non, sur vous-même. Je sais que nous, professeurs aussi, nous sommes un peu drôles parce qu'on forme des ouvriers. On ne forme pas des étudiants entrepreneurs. Je crois que mes amis qui vont me suivre pourront suivre ce que j'ai dit. Et ce que j'ai fait. Mes étudiants, surtout ceux qui sont en agronomie par exemple, sont capables aujourd'hui de produire et même leurs poissons, de se débrouiller. Donc, travail, et vous allez participer activement au développement de ce pays. Tout est là et tout dépend de vous si vous travaillez bien. Merci professeur pour ce témoignage. Nous vous remercions surtout d'avoir répondu à notre invitation et puis aussi de nous avoir permis de découvrir cet intéressant domaine qu'est la pisciculture. On a eu l'occasion de faire pas mal de visites avec vous. Elles ont toutes été très intéressantes. On est d'ailleurs assez impatiente, n'est-ce pas Christelle? Tu ne me donneras pas tort, je crois, de retourner encore à titre privé visiter et continuer à voir l'évolution donc de vos deux sites et même des écloseries. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir été là parmi nous aujourd'hui. Nous adressons également nos sincères remerciements à nos intervenants pour leur grande disponibilité, il faut le souligner, et surtout pour leur gracieuse contribution. Et surtout, merci encore à ce public si charmant qui nous a accompagnés. On peut l'applaudir, toujours. Merci à vous. Fidèles parmi les fidèles. Toujours patient. Toujours patient.
Donc, merci encore à tous de nous avoir suivis. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre attention tellement soutenue. Et surtout, un grand merci aussi à cette équipe Congo d'Excellence qui, à chaque fois, tente toujours de se dépasser pour donner un travail de qualité. Et n'oublions pas, Christelle, aussi un grand merci à l'université de Kinshasa et à son corps académique et administratif qui nous ont quand même accueillis ici sur ce site. Merci à vous, professeur. À bientôt. Merci.